Cette année, j'ai réalisé la première opération en marchand de biens de ma vie, et pas des moindres, parce que j'ai acquis un ensemble immobilier en plein centre-ville de Belfort, en Franche-Comté, de 65 appartements. Dans cette vidéo, je vais vous donner des chiffres, je vais vous partager mon retour d'expérience, vous dire comment j'ai fait pour être financé sur un tel montant, quel apport j'ai mis, quelle structure fiscale j'ai choisi, comment on est taxé, etc. En bref, je vous explique mon expérience pour ceux que ça intéresse. Alors tout d'abord, la première question, c'est pourquoi ce projet? Alors pour ceux qui suivent notre chaîne, vous devez le savoir, avec ma société donc Aniret Patrimoine et son service d'investissement, on propose des projets clés en main dans l'immobilier locatif avec des rendements garantis minimum à 8% brut, et bien souvent le rendement servi est supérieur. Mais 8% c'est le minimum. L'idée de se lancer en marchand de biens a donc émergé en se disant qu'il serait plus simple pour moi d'être propriétaire des lots que je vends à mes clients dans le cadre de leur projet locatif, afin d'éviter d'avoir des biens qui parfois nous passent sous le nez à cause d'autres acheteurs qui sont plus réactifs, ou tout simplement qui achètent comptant et donc qui ont un pouvoir de négociation en tout cas plus conséquent ou qui rassurent le vendeur. Là, en étant propriétaire, je sais précisément quel produit je vends à mes clients, c'est-à-dire que c'est des biens que je connais par cœur, il n'y a pas de mauvaise surprise ou un risque de vice caché ou je ne sais quoi, enfin des choses qui pourraient mettre à mal le projet. Bon alors je touche du bois, c'est jamais arrivé, mais en tout cas ça limite le risque. Et surtout j'ai la main mise sur les lots, et je sais que c'est des biens qui sont très bien situés et qui répondent surtout aussi à une demande forte sur le secteur. En bref, je libère à moi-même et à mon chasseur immobilier une grosse charge de travail pour permettre à mes clients d'acquérir des biens qualifiés et très bien situés. Donc pour le coup c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc voilà pourquoi on a fait ce projet. Donc une fois que cette idée a popé, j'ai décidé de faire le projet donc en m'associant avec mon chasseur immobilier, Manu, qui est également donc associé dans l'agence de Belfort W Consulting, qui s'occupe donc de la chasse immobilière, qui fait de l'achat, vente et de la gestion locative. D'ailleurs Manu, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne sur de précédentes vidéos qu'on avait fait pour présenter la région. Mais on n'est pas que deux associés, on s'est aussi associé avec Arnaud, donc le patron d'Arcadeco, qui est notre société partenaire de rénovation pour nos projets immobiliers, que vous avez d'ailleurs peut-être aussi déjà vu sur la chaîne. La raison de l'association, c'est que nous travaillons les trois au quotidien en trinôme, mais aussi que pour faire un projet d'une telle ampleur, il faut convaincre les banques. Et vu le montant du prêt, il vaut mieux avoir un sacré CV derrière nous. Il y a également une autre raison pour laquelle nous avons dû nous associer les trois, mais ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Une fois les idées bien mises en place, on a du coup trouvé lors de nos recherches un immeuble sur Belfort, secteur sur lequel nous intervenons régulièrement. L'immeuble est situé au 28 rue Thiers, au centre-ville, donc c'est juste à côté de la gare, il y a des parkings à proximité, c'est très bien desservi par les transports en commun, en bref, beaucoup d'avantages pour cet immeuble. Alors l'immeuble en question, il est composé majoritairement de studios et de T2 qui sont loués depuis les années 90 aux étudiants des différents pôles universitaires belfortins. Alors il y a aussi quelques locataires qui sont pas du tout étudiants, ça peut être des travailleurs détachés, ça peut être des gens qui ont tout simplement besoin de se loger sur Belfort, des jeunes, etc. Voilà, il y a différents critères, mais en tout cas c'était majoritairement une résidence étudiante. Donc on peut qualifier l'immeuble, en gros, pour faire simple, plus ou moins une sorte de crous, mais privé. Donc le vendeur de l'immeuble, c'est un monsieur qui avoisine les 70 ans et qui n'avait plus du tout envie de s'embêter avec la gestion de cet immeuble qu'il gérait depuis plus de 30 ans par lui-même. C'était vraiment son métier, il vivait de ça, et donc là il décide de s'en débarrasser. Donc l'avantage avec ce genre de propriétaire, c'est que les lieux sont extrêmement bien entretenus. Et même si l'aspect esthétique des communs et des appartements est carrément typique de ce qu'on trouve dans les années 2000, l'ensemble en fait est très sain, sauf quelques petites parts de toiture qu'il faut réviser, mais bon, vu l'ampleur du projet, c'est vraiment un détail. Du coup, en voyant cet immeuble, on a tout de suite vu le potentiel pour nos clients. Donc quand je dis nos clients, c'est toujours pareil, c'est le service donc Aniret Investissement, puisque nous, notre ADN, c'est généralement d'acheter des logements anciens, de les rénover de manière moderne, pour les louer vite et dans les tranches plutôt hautes du marché. Dans cet immeuble, on a vraiment eu de la chance parce que sur les 65 appartements, il y a environ un tiers qui était encore loué. Alors si vous vous demandez pourquoi seulement un tiers des logements étaient loués, la raison elle est simple, c'est que le vendeur a anticipé plus de 2 ans à l'avance la vente de son immeuble et n'a volontairement pas reloué les appartements au fur et à mesure du départ des locataires pour le vendre plus facilement à des investisseurs ou à des promoteurs. Et en soi, il a très bien fait parce que si l'immeuble avait été entièrement loué, on ne l'aurait sûrement pas acheté, on ne se serait pas positionné pour du marchand de biens. Du coup, nous sur ce projet, on se dit, ok, vu l'emplacement, on va avoir des clients investisseurs qui vont acheter des lots, les rénover de manière plus ou moins haut de gamme et les louer. Les logements bien rénovés, bien meublés, trouveront plutôt preneurs auprès d'étudiants en alternance ou d'étudiants avec des parents plutôt aisés, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, des travailleurs détachés qui peuvent travailler la semaine à Belfort et rentrent chez eux le week-end. Il y a aussi Alstom et beaucoup d'industries dans le secteur, donc on a énormément de salariés ou de cadres qui cherchent du coup des logements la semaine, avoir un pied-à-terre tout simplement pour dormir, parce qu'ils travaillent la journée et viennent en général du lundi au jeudi et rentrent chez eux le vendredi. Donc ça, il y en a beaucoup dans la région, comme on est une région très industrielle. Et du coup, ces personnes qui ont un petit peu plus de pouvoir d'achat peuvent se permettre de prendre des logements un peu stylés, bien rénovés et surtout 100% meublés. On va aussi avoir nous derrière des clients investisseurs qui vont vouloir faire du Airbnb, parce que peut-être à l'encontre de ce que vous pouvez penser si vous connaissez mal le secteur, le Airbnb fonctionne bien. L'idée c'est que c'est pas tant une région touristique, bien que il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on a différents événements culturels, voilà, le FIMU, les Eurokéennes, aussi beaucoup d'événements sportifs avec le Ballon d'Alsace qui se trouve derrière, donc avec les montagnes, le vélo, etc. Bon, il y a quelques événements, mais c'est surtout du tourisme industriel qui fonctionne bien sur le secteur.
Donc oui, faire du Airbnb c'est une bonne idée. Pour la petite information, la petite anecdote qui renforce entre guillemets ce que je dis, c'est que je suis moi-même en train de faire un test, puisque là j'achète à Belfort, en plein milieu des cités, un appartement pour en faire un projet Airbnb. Donc je vous ferai prochainement une vidéo pour partager mon retour d'expérience, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais vu le prix, je pense que ça peut être une bonne idée, puisqu'il s'agit d'un 58 mètres carrés à 35 000 € seulement, avec très peu de travaux. Bref, affaire à suivre quand je serai propriétaire. Au-delà donc de la location longue durée dans des logements bien rénovés d'Airbnb, on a aussi des clients qui vont ne pas ou très peu finalement rénover les logements pour proposer des logements pas chers, mais pour autant toujours aussi rentables, puisqu'ils répondent à la demande d'étudiants plutôt précaires qui préfèrent économiser 100 € par mois et de se passer d'un beau parquet que d'avoir voilà, un logement flambant neuf mais qui pourront peut-être pas se payer ou qui vont les mettre en difficulté. En bref, vous l'aurez compris, dans cet immeuble, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les tailles de logements. Là, on se dit, bingo, c'est le bon produit. Allez, vas-y, on fait une offre et croisons les doigts pour trouver un financement derrière. Parce que c'était ça notre grosse crainte. Trouver l'immeuble, c'est bien, c'est déjà pas facile, mais alors se faire financer un projet pareil, on savait vraiment pas trop où on allait. Le bien à la base, il est affiché à 1 290 000 €. Nous, on a donc fait une offre à 1 200 000. C'est pas passé, et après plusieurs semaines d'échanges, le monsieur a beau avoir 70 ans, il était coriace en négociation, on a fini par tomber d'accord au prix de 1 250 000 €. Sauf que le vendeur voulait se rassurer sur notre capacité à être finançable avant d'aller au compromis, pour pas qu'il perde de temps et qu'il se bloque pendant 1 mois ou 2 mois la vente potentielle du projet, parce que vous savez que un vendeur, une fois qu'il a signé un compromis, ne peut plus annuler le compromis comme ça. Il faut qu'il y ait, voilà, que ce soit dénoncé par l'une des parties, que nous on ne soit pas finançable, etc. Donc lui, en gros, une fois qu'il est engagé, il est engagé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté plusieurs établissements bancaires qui nous demandaient le compromis pour étudier le dossier. Mais du coup, c'était le chat qui se mord la queue, puisque le vendeur ne voulait pas signer le compromis tant qu'on n'avait pas un accord de la banque. Et la banque vice-versa. On a assez vite déchanté du coup sur nos capacités à avoir un financement quand on entendait le discours de certaines banques qui ne voulaient plus financer de nouveaux marchands de biens en cette période, on va dire, économiquement trouble et un peu d'incertitude avec les taux du marché qui évoluent, etc. et blablabla. Et vas-y que je suis une banque et que j'ai tout le temps peur de tout et que j'ai 100 000 raisons de ne pas prêter de l'argent alors que c'est ma fonction première dans la société. Bref, ça m'a rappelé le discours de certaines banques au début quand j'ai commencé dans l'immobilier qui étaient de vraies poules mouillées et souvent aussi des incompétents. En bref, comme je dis souvent, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver des vrais banquiers. On trouve plus des conseillers qui appliquent des politiques bancaires que des vrais banquiers qui prennent des décisions et qui savent évaluer le risque. Bien sûr, c'est pas le cas de tous, hein. J'ai des dizaines d'exemples de personnes qui travaillent en banque et qui sont décisionnaires, qui sont courageux, pragmatiques et qui se battent pour des dossiers et qui croient au projet comme celui-là, puisqu'on a quand même présenté un prévisionnel qui exposait le fait qu'on était rentable et aussi le fait, mais ça on en reparlera après, que nous, c'était notre activité économique de faire ça. Moi je fais les projets d'investissement, Arnaud s'occupe de la partie des travaux, donc en fait c'était un projet qui servait globalement l'ensemble. Il n'y avait pas de raison de le refuser. Et donc les banques, pour beaucoup, ont refusé tout simplement, ne se sont pas pris la tête, ou alors des fois certaines avaient des propositions délirantes en disant on veut minimum 30% d'apport minimum, etc. Donc nous, inutile de vous dire que si on veut utiliser l'effet de levier du crédit, c'est pas pour mettre 450 000 de notre poche qui sera immobilisé pendant 1 an ou plus ou je ne sais combien. Et du coup, nous, on a un petit peu déchanté parce qu'on s'est dit, mince, si aucune banque veut nous financer, veut nous suivre, ça va vraiment être galère et on comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas nous suivre alors qu'on est prêt à mettre de l'apport, qu'on est prêt à montrer un prévisionnel qui est tangible, qui est réel, sur lequel ça nous génère une activité. En fait, il n'y avait aucune raison de nous refuser ce projet, mais voilà, les banques ne veulent pas, elles ont peur. Bon bref, ça m'a vraiment saoulé très fort. Mais là où on s'en est bien sorti, c'est que c'est mes courtiers partenaires qui nous ont trouvé une solution, alors pour le coup sortie du chapeau, que je connaissais même pas avant qu'ils m'en parlent. Et en fait, ils ont monté notre dossier et ils l'ont présenté non pas à une banque, mais à une foncière. Alors par souci de confidentialité, je peux pas révéler quelle foncière nous a financé, mais sachez que si vous aussi vous êtes marchand de biens, vous pouvez nous contacter via notre site, donc Anieri Patrimoine ou Anieri Investissement, et on vous mettra en relation avec nos courtiers qui, eux, étudieront votre dossier, le montreront, et ensuite pourront vous mettre en relation donc avec leurs foncières partenaires, avec qui ils ont des partenariats exclusifs. Bon, donc pour le coup, voilà, nous on doit une belle chandelle à nos courtiers, parce qu'ils ont vraiment défendu notre dossier, et ils ont convaincu la direction de la foncière d'étudier notre projet, de nous rencontrer. Si comme moi, vous ne connaissiez pas les foncières, ou que vous ne les connaissez toujours pas d'ailleurs, ce sont dans la plupart du temps des sociétés spécialisées dans la détention donc d'un parc immobilier pour distribuer des dividendes, un peu dans la veine des CPI. Sauf que certaines foncières sont aussi spécialisées dans le portage immobilier et le financement d'opérations immobilières. Donc nous, celle avec qui on travaille, elle a la capacité de financer des projets à partir de 100 000 € et pouvant aller jusqu'à plus de 15 millions par opération.
Donc inutile de vous dire que ce sont de précieux alliés. Bref, je vous la fais court, au final on a eu un bon échange avec eux et on a réussi visiblement à les convaincre de nous financer avec notre motivation et nos profils qui sont assez complémentaires puisqu'ils nous ont donné leur accord de financement. Alors c'est pas vraiment un financement classique, c'est en fait une vente à terme qui a lieu. Ça veut dire que dans ce cas précis, c'est la foncière qui achète l'immeuble à notre place sur ses fonds propres. Donc là, ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a pas de tracas de conditions suspensives. Donc pour le vendeur qui est quelqu'un d'assez stressé sur le fait qu'on n'ait pas de financement, là c'est royal puisque du coup il n'y a pas de conditions. Donc lui il est sûr de vendre son immeuble. Par contre nous de notre côté, on doit payer des frais fixes à la foncière et aussi des frais mensuels tant qu'on n'a pas racheté l'immeuble avec cette fameuse vente à terme. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Là je vous partage donc à l'écran l'offre qu'on a reçue de leur part. Et en fait, typiquement, la foncière, donc elle achète l'immeuble 1 250 000. À cela, il faut rajouter les frais de notaire de 37 500 €. Si vous êtes surpris du montant faible des frais de notaire, sachez que quand on est une société de marchand de biens qu'on achète pour revendre, eh bien on a le droit à des frais de notaire réduits, d'où le fait que ce ne soit pas les 7 à 8% qu'on croit habituellement. Et aussi, on ajoute la commission de nos courtiers de 62 500 €. Donc ça fait un prix total de 1 350 000 €. Ensuite, la foncière gagne sa vie sur le fait que pendant la durée où elle reste propriétaire, on lui doit 11 250 € par mois. Quand bien même on arriverait à vendre les lots rapidement, de sûr, et c'est contractuel, on lui doit au moins 6 mois de loyer, c'est le minimum. La foncière est donc sûre d'encaisser de notre part au moins 67 500 €. Ensuite, chaque mois, au-delà du 6e mois, ça continue, c'est 11 250 € de loyer qu'on lui doit. Donc nous, évidemment, le but c'est de ne pas mettre 2 ans à vendre les lots, puisque sinon, en fait, les loyers qu'on lui donne, c'est-à-dire 11 250 par mois, c'est tout simplement notre marge qui fond comme neige au soleil. Donc le but, c'est d'aller vite, mais en fait, compte tenu de la qualité de l'opération, on ne s'inquiète pas du tout, nous, de notre côté, de mettre moins d'1 an à les vendre. Surtout que dans ce projet, en fait, on vend aux clients de Cagnier Investissement les lots à une marge qui est très réduite, puisque le but est qu'on arrive à leur proposer des rendements intéressants. En fait, ce qui est plutôt du coup bien pour tout le monde sur ce projet, c'est que mes clients, ils ont profité de prix d'achat extrêmement réduits par rapport au prix auquel on les a vendus aux locaux. Donc typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, nous avions dans le bâtiment B 2 lots qui étaient quasi identiques. Mon client a touché le bien 7 000 € en dessous de sa copie identique qu'on a vendue par la suite à un investisseur local. La raison elle est simple, les investisseurs locaux vont souvent faire eux-mêmes les travaux et n'auront pas autant d'intermédiaires que nos clients, ou peut-être qu'ils l'auront, mais peu importe, ils seront juste à la recherche d'un rendement moindre. Typiquement, au lieu de viser du 9%, peut-être qu'ils vont être contents avec du 7,5%. Donc on peut se permettre de leur vendre plus cher, alors que mes clients à moi, comme on a un engagement de rendement minimum, on peut pas se permettre. Et puis surtout, le but aussi pour mes clients, c'est pas qu'on se fasse de l'argent sur le dos avec la société de promotion, c'est surtout qu'ils soient contents de nos services et qu'ils aient des bons rendements et des bons produits. Voilà, donc ça c'était aussi la raison dont je vous parlais tout à l'heure, de pourquoi j'ai dû, bien que ce soit avec grand plaisir que je l'ai fait, m'associer avec Arnaud et Manu. C'est tout simplement parce que comme on travaille en trinôme au quotidien, il fallait que ce soit des gens qui soient impliqués avec moi dans le projet Cagnier Investissement, parce que sinon, s'ils étaient pas dedans, ils auraient dit Quentin, t'es gentil, toi tu réduis le prix pour tes clients pour les satisfaire, que moi je perds juste de la marge. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait pu s'associer les trois. Et puis concrètement, on perd pas non plus tant d'argent que ça, puisqu'en fait moi les frais Cagnier Investissement c'est 6% du prix de revient du projet. Arnaud il va s'occuper des travaux de rénovation, donc il va gagner sa vie sur les travaux, et puis ensuite Manu il va certainement gérer la partie gestion au quotidien avec les locataires, et W Consulting s'occupe aussi d'être syndic. Donc en fait voilà, tout le monde gagne sa vie, les clients payent moins cher et ont des bons rendements, c'est vraiment un truc gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que ce projet est très bien tombé. Je savais pas trop quand le placer dans la vidéo, donc je vais profiter de ce moment pour vous parler un petit peu fiscalité. Donc nous, si vous vous posez la question de comment on s'est associé, on a créé une SAS, donc au nom de Sequoia Promotion, on est tous associés à 33%, enfin sauf un, je sais plus qui est à 34%. Le choix de faire une SAS plutôt qu'une autre structure repose sur le fait que nous n'allions pas faire un tel projet en nom propre, quand on appelle en nom propre, là pour le coup ce serait en indivision, vu qu'on est plusieurs. Déjà par sécurité financière, et pour pas engager notre patrimoine personnel, et puis surtout les établissements bancaires ou même du coup la foncière n'aurait probablement pas financé un projet aussi conséquent en nom propre. Du coup, en partant du principe que l'on allait créer une société, on est parti simplement sur une SAS plutôt qu'une SARL. La raison est qu'en SARL, dans certaines conditions, les dividendes peuvent être soumis aux cotisations sociales, alors qu'en SAS, ils ne le sont pas, ils sont simplement soumis à la flat tax. Je ne vais pas rentrer dans le détail actuellement parce que c'est pas l'objet de la vidéo. En bref, on a fait une SAS et ça nous convient tous très bien à l'issue donc des exercices de se partager les éventuels dividendes qu'il restera. Dans ce projet, nous, on a mis un total d'apport de 135 000 €, qui était du coup exigé par la foncière. Tout au long du projet, c'est donc la foncière qui reste propriétaire, et les promesses de vente qui seront signées entre la foncière et puis les clients qui achètent, eh bien ce sera simplement entre eux. Sequoia Promotion n'interviendra à aucun moment là-dedans. Donc nous, on deviendra propriétaire des lots restants qu'à partir du moment où la foncière
consentira à nous revendre les lots, c'est-à-dire une fois qu'elle aura diminué son risque. Pour essayer d'être clair et vous expliquer concrètement, admettons que, je sais pas moi, on a une date, peu importe laquelle, et 50 sur les 65 lots sont vendus. La foncière qui du coup aura fait les ventes, elle aura encaissé un truc comme 1 million et des poussières, et à ce moment-là, elle considérera que son risque est réellement diminué, puisqu'elle se dit, bon, ok, s'ils ont réussi en, je sais pas, 8-9 mois à vendre 50 lots, ils vont réussir à vendre les 15 restants, donc on prend pas trop de risques. Et donc là, elle va nous dire, ok, c'est quoi la promotion? Maintenant, je vous revends les 15 lots qui restent avec une vente à terme. C'est-à-dire que comme nous, on n'a pas les fonds sur le compte pour lui acheter les 15 lots qui restent, on lui achète, et en fait, on ne la paye que quand nous, on a vendu les appartements. À l'issue de l'opération, une fois que tout sera vendu, nous, on aura payé notre dette à la foncière, avec ses frais du coup en supplément, et il restera un peu de sous qui correspondra à la marge qu'on aura réalisée avec Sequoia Promotion. Voilà comment fonctionne exactement l'opération. Alors, j'ai beaucoup parlé de cette opération, mais c'est juste que c'est pas forcément un schéma habituel, et donc c'est pas forcément simple à comprendre. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Pour la conclusion de cette vidéo, je dirais que le projet finalement était ambitieux, mais pour le moment, tout fonctionne bien. Et c'est surtout le fait d'avoir la main mise sur des lots graves bien placés qui est un super atout pour mes clients et c'est ce qui compte. Par la suite, donc une fois que cette opération sera terminée, de mon côté, je pense qu'il y a fort à parier qu'on continue à fonctionner de la sorte parce que ça fonctionne bien pour tout le monde. Et on a aussi des clients à Nier Investissement qui ont refusé d'acheter dans ce bâtiment tout simplement parce que ça correspondait pas à leurs attentes. Certains voulaient plutôt des grands appartements de type T3, il y en a d'autres qui voulaient être plutôt proches de l'autoroute, enfin voilà. Chacun a ses raisons, on détermine des cahiers des charges ensemble et tout ça, c'est pas grave, on continue à côté nous à faire nos recherches, peu importe, on est toujours capable de faire de l'achat IMO, c'est juste que pour une bonne partie d'entre eux, c'était un très beau projet. Donc si jamais, par hasard, vous êtes intéressé, il nous reste encore quelques lots disponibles, environ une dizaine de mémoire je crois à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à nous contacter en prenant rendez-vous gratuitement sur le site anier-investissement.fr ou anier-patrimoine.fr et puis on vous présentera ce qui reste comme lot. Là, je vais vous diffuser à l'écran une vidéo pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement de comment on a présenté ça aux clients, et puis ça vous permettra de voir un petit peu comment c'était composé, quels sont les prix, etc. Je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve tout de suite. Je vous partage du coup ici le fichier Excel donc, du bâtiment de Belfort. Donc là, on voit en fait qu'il y a les différents bâtiments qui sont regroupés, donc bâtiment A, donc vendu en un bloc. On a aussi donc les bâtiments ici B qui lui est vendu à la découpe, le bâtiment C, etc. Donc en fait on a fait le choix de certains bâtiments les vendre en bloc, d'autres à la découpe, tout simplement en fonction de la taille, et puis le fait qu'il y a certains bâtiments qui se prêtaient à des investisseurs, comme là par exemple le bâtiment G, c'est un produit où les 4 appartements étaient vraiment séparés du reste, donc ça se prête totalement à quelqu'un qui recherche finalement un immeuble de rapport, donc c'est un immeuble au sein de l'immeuble, mais ça revient quasiment au même. Et donc du coup en fait ici on a la superficie, l'emplacement, est-ce que c'était loué, pas loué, etc. Les DPE en fonction de leur classement à l'heure actuelle, les prix de vente donc qui ont été travaillés spécifiquement pour nos clients, donc ça c'est les prix affichés pour nos clients, donc moins cher, les frais de notaire, le budget prévisionnel de travaux, donc ça a été ensuite travaillé en fait quand quelqu'un se positionne sur le lot, on va faire une étude avec lui, avec Arcadeco pour faire un devis et surtout un devis qui colle à ses attentes, et ensuite un budget meuble estimatif en fonction de la taille de l'appartement, ce qui donne le prix de revient réel. S'il est déjà loué, il y a les loyers là à l'heure actuelle, donc les loyers sont très faibles parce que en fait la personne qui s'en occupait avant n'a jamais rehaussé les loyers par rapport aux années 2000 et ne s'est jamais vraiment, c'était pas dans une optique de rendement, c'était vraiment une gestion en bon père de famille. Et donc ici on a l'estimation des loyers après rénovation, donc après avoir fait un appartement qui est au goût du jour, un peu moderne et tout ça, et donc on a ici les rendements bruts finaux qui apparaissent d'après les prévisions qui ont été faites. Voilà, donc voilà comment on travaille exactement ce fichier et comment c'est présenté à nos clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo un petit peu plus FAQ ou partage d'expérience vous aura plu, c'est la première fois que j'en fais une sur la chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner pour le référencement, et puis merci à tous pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.